Bonjour et bienvenue au journal. Le Mali, le Niger et le Haut Conseil des réfugiés unissent leurs efforts pour permettre aux 48 000 réfugiés maliens de retourner au Bercail. Pour matérialiser ce souhait, un accord tripartite vient d'être signé. Il porte sur le retour volontaire des réfugiés maliens. C'était hier après-midi à Niamey en présence de nos envoyés spéciaux Mohamed Touré et Aliou Touré. Ce premier accord tripartite Mali-Niger-HCR a pour objet le rapatriement volontaire des réfugiés maliens au Niger, l'engagement du gouvernement du Mali dans ses efforts de consolidation de la paix et de la sécurité sur l'ensemble de notre territoire, la réconciliation nationale en cours sont autant d'efforts que le Niger et le HCR ont mis en relief pour appuyer le retour volontaire qui connaît de nos jours des proportions appréciables. Cette étape du rapatriement des réfugiés est la preuve que la paix et la sécurité sont en train de revenir de manière irréversible dans le nord du Mali. L'unité du Mali, la paix au nord du Mali constitue un des objectifs communs à nos deux pays et c'est la condition pour que la stabilité de notre sous-région soit garantie. Donc voilà le sens qu'il faut donner à cette visite. Ce sont 48 000 réfugiés maliens qui vivent en paix et dans de bonnes conditions ici au Niger. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samake, n'a pas manqué de magnifier l'excellence de nos liens séculaires et fraternels qui traduisent ces bonnes conditions réservées à nos compatriotes sur cette terre sœur du Niger et aussi le rôle important joué dans la reconquête des régions nord du Mali. La cérémonie se tient à un moment particulier où Nigériens et Maliens ont le plus besoin d'être ensemble dans un élan indéfectible de solidarité. Solidarité qui s'est manifestée au moment des heures sombres que le Mali a connues. Le peuple du Mali reconnaissant n'oubliera jamais l'engagement à ses côtés des fils du Niger pour bouter hors du nord de son territoire les occupants obscurantistes. Le retour des réfugiés est une des grandes priorités du président de la République et de son gouvernement. Lors de son investiture, le président Ibrahim Boubacar Keïta a lancé un appel vibrant à ses compatriotes réfugiés, les invitant à regagner le Mali, pays qui les a vus naître et grandir, afin qu'ils prennent leur part de responsabilité dans la reconstruction de leur patrie. La signature de l'accord tripartite créera ce cadre juridique indispensable dont nous avons besoin en plus de la facilitation au retour pour permettre aux réfugiés de bénéficier d'un retour dans la dignité et la sécurité. Dans son allocution, le ministre a salué et loué les efforts du HCR qui, selon lui, n'a ménagé aucun effort, non seulement pour assurer un meilleur cadre de vie aux réfugiés maliens, mais aussi pour son assistance technique à notre pays. Les deux ministres et le représentant du HCR ont signé l'accord tripartite de retour volontaire des réfugiés. Un communiqué final a clôturé cette cérémonie qui ouvre désormais la voie du retour des réfugiés de la sous-région. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement poursuit ses visites de chantier. C'est sur la route nationale 6 que le ministre Koumari et sa délégation étaient en visite samedi. Pour rappel, les travaux de la RN6 ont démarré en 2011. Tchédié Moussa Kamara et Mariam Sagara ont suivi cette visite du ministre. Accélérer les travaux du chantier, le ministre n'a pas hésité d'aller fouiller les coins et recoins des 218 km de la première phase de l'autoroute reliant les deux grandes villes du Mali. Les difficultés enregistrées trouveront bientôt une solution grâce à la détermination du chef de tutelle qui n'entend perdre aucune minute pour finir cette route. Au cours de l'exécution de ces chantiers, de ces travaux-là, on a connu pas mal de choses avec l'aide du gouvernement malien et même ceux de l'ambassade de Chine. On a réussi à récupérer le temps de délai perdu. Dans ces conditions-là, si tout marche bien, on peut prévoir la fin de ce chantier vers la fin du mois de février 2015. Sur le long de la route, nous avons vu qu'il y a quelques points quand même toujours à soulever. Le fait que les gens qui sont sur les emprises doivent quitter. Et il y avait eu vraiment beaucoup de discussions là-dessus. Et grâce à notre mission, nous avons pu mobiliser, sensibiliser et nous avons pu trouver que l'un des grands problèmes, c'était uniquement la communication avec la population. Pour ce faire, le ministre s'est fait entourer des élus nationaux pour une sensibilisation directe des populations sur le terrain et aussi pour bénéficier de leur soutien sans précédent.
De pareils grands travaux, effectivement, rencontrent des contraintes techniques, environnementales et socio-économiques. Nous serons quand même en parfaite harmonie avec les populations pour qu'elles soient informées des différentes contraintes et problématiques qui les concernent. C'est sur ces 218 km que sont investis les 73 milliards de francs CFA des caisses de l'État pour le développement socio-économique. Une autre raison pour le ministre de s'accrocher au délai prévu pour la relance du secteur des transports. Sur le constat de la route, nous avons vu que les travaux avancent progressivement et que l'entreprise a pu vraiment s'arranger pour rattraper un peu le retard. Mais toujours est-il qu'il nous a été promis que depuis le début, ils vont faire en sorte que le 15 juillet, que la route rentre dans ses goûts. Le chef de l'entreprise chinoise a promis qu'avant l'hivernage, une avancée considérable du chantier va permettre une fluidité de la circulation entre Bamako et Ségou. Causerie débat de l'ONG Wildaf Mali avec les femmes du centre multifonctionnel de Ouenzembougou pour leur implication dans les débats politiques et leur insertion dans les circuits du développement. Reportage de Adama Koulibaly. Les femmes, en général celles du monde rural et les non-alphabétisés, sont sous-informées et n'ont pas de formation adéquate, ce qui entrave leur participation active au débat politique. L'ONG Wildaf Mali s'est donné comme mission de les informer, de leur chercher des voies pour leur insertion. Des raisons qui motivent l'organisation de cette causerie avec les femmes de la commune du Mandé à Ouenzembougou. J'aimerais que la commune du Mandé, les femmes soient à la hauteur en matière de politique, pour bien comprendre ce qu'on dit, la gouvernance en politique. Les échanges ont porté sur les volets recherche d'emploi, couture des filles, teinture, transformation de produits, la bonne gouvernance comme la démocratie, la décentralisation, la constitution, sans oublier l'encadrement des orphelins et des enfants en situation difficile. Une occasion pour la présidente de Wildaf Mali de saluer la bonne initiative de ces femmes. À travers elle, l'ONG donne assurance aux femmes d'organiser d'autres causeries à travers la commune. La première édition de la journée scientifique de l'étudiant privé de médecine Kankou Moussa s'est tenue vendredi matin à l'Institut national de recherche en santé publique INRSP. Au cours de la journée, 3 thèmes de santé publique, tous d'actualité, ont été débattus. Il s'agit du paludisme, de la fièvre Ebola et de la mortalité maternelle et néonatale. Compte rendu de Lamine Keita. L'objectif de cette première journée scientifique est de promouvoir l'université Kankou Moussa, mais aussi de renforcer la connaissance des étudiants sur les thèmes débattus qui constituent de nos jours des problèmes de santé publique pour tous les pays en voie de développement, singulièrement le Mali. Ces premières journées scientifiques sont pour nous le démarrage d'une nouvelle ère. Disons que nous avons grandi. Et c'est un signe de maturité. Les 3 thèmes du jour, développés par des chercheurs de renommée, ont émerveillé les futurs médecins. Parmi ces thèmes, celui qui m'a le plus intéressé, c'est la mortalité infantile. Et bon, un peu aussi sur la fièvre Ebola parce qu'elle est d'actualité. Mais la mortalité infantile parce que c'est l'un des fléaux les plus dangereux, pas seulement de la sous-région, mais au niveau international. Ça fait longtemps que nous parlons du paludisme tout le temps. Jusqu'à présent, c'est une maladie qui nous terrasse. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé, c'est-à-dire nécessaire, mettre les gens au courant de ça. Par exemple, la mortalité maternelle et néonatale. Nous savons que par manque d'informations, d'après l'exposé que nous avons suivi, juste parce que les gens ne sont pas informés, on ne les a pas montré comment faire, c'est-à-dire comment agir lors des premiers soins. Les femmes meurent, les bébés meurent. Ce sont des thèmes importants. Créée en 2009, l'université Kankou Moussa compte de nos jours une centaine d'étudiants d'une douzaine de nationalités. Lancement à Tombouctou de la 2e édition de la campagne des journées de vaccination contre la poliomyélite. Cette opération qui s'est déroulée dans le quartier Abarayou vise à renforcer l'immunité des enfants de 0 à 5 ans. Plus de 280 880 enfants doivent recevoir les gouttes de vaccin polio en 6e région. Reportage RTM Tombouctou, Almoser Alkamissa Yatara. Cette opération qui s'est déroulée dans le quartier Abarayou vise à renforcer l'immunité des enfants de 0 à 5 ans. Plus de 280 880 enfants doivent recevoir les gouttes de vaccin polio en 6e région. Je voudrais vous témoigner toute notre satisfaction pour les résultats encourageants enregistrés au cours des campagnes passées de vaccination et vous demander de redoubler d'ardeur pour l'atteinte à terme
de l'objectif noble de l'éradication de la poliomyélite dans notre pays et dans la sous-région ouest africaine. Il faut rappeler que les stratégies restent les mêmes, à savoir la vaccination porte à porte, la stratégie avancée et les équipes mobiles. L'enfant a 6 mois. Donc on a vacciné l'enfant parce qu'on a entendu dans les médias que la poliomyélite fait paralyser un enfant. C'est dans une ambiance festive que les communautés d'Abaradjou, à travers les chefs de quartier, ont exprimé leurs remerciements à l'État et ses partenaires pour la tenue de ces journées de vaccination. En deuxième région, cette fois-ci, les autorités engagent la lutte contre la poliomyélite. En effet, elles ont procédé vendredi au lancement des journées nationales de vaccination au premier passage. Environ 1,5 million d'enfants de 0 à 5 ans doivent bénéficier de cette opération préventive. L'objectif est de contribuer à l'éradication totale de la polio. Reportage de Brema Kone. Ce son est un cri de cœur à l'endroit de tous pour l'éradication de la poliomyélite. Il marque le lancement du premier passage 2014 des Journées nationales de vaccination GNV contre cette maladie. L'événement mobilise les autorités administratives, municipales et sanitaires pour le plein épanouissement de la petite enfance. Il couvre environ 1,5 million d'enfants de 0 à 5 ans et contribue à consolider les acquis. Nous sommes dans une planification, nous sommes en train d'aller vers une éradication. L'éradication d'une maladie nécessite beaucoup d'actions. On a dit qu'il faut maintenir les acquis. Donc il faut arriver à maintenir et être vigilant, renforcer la surveillance épidémiologique afin de pouvoir s'assurer que nous n'avons pas de cas pour bénéficier de cette certification. Le ton est donné par le directeur de cabinet du gouverneur Ouenege Diara. Gessa Diabaté, âgée d'un mois, en est la première bénéficiaire. Ainsi, du 2 au 5 mai 2014, les agents de vaccination doivent adopter la stratégie de porte-à-porte pour réussir cette campagne. La réussite des jours de ces journées nationales de vaccination nécessite une réelle appropriation par la communauté à travers son implication et sa participation active aux activités. À cet effet, j'invite l'ensemble de la population et tous les acteurs impliqués à rester fortement mobilisés afin d'atteindre les meilleurs résultats pour le premier passage. Des humoristes non moins camérawomen et photographes de circonstances ont aussi joué leur partition dans la mobilisation contre la poliomyélite et les difficultés liées à la prise en charge des femmes enceintes. Autre sujet, célébration à Caille du 1er mai, fête des travailleurs. Un défilé de différentes corporations et une démonstration sur les premiers gestes du secourisme par la protection civile ont été les temps forts de cette cérémonie racontée ici par Kansutu Konté. À l'instar de la communauté internationale et des autres régions du Mali, Caille a célébré ce jeudi avec FAS le 1er mai, journée du travail consacrée à la commémoration des martyrs de Chicago tombés sous le champ de l'honneur. L'Union régionale locale de Caille a placé cette journée sous le signe de la responsabilité, de la réconciliation, de l'unité, de la cohésion et de la solidarité. L'UNTM a connu ces dernières années des difficultés internes, occasionnant la grande détermination et la mobilisation des militantes et militants en faveur d'une réorientation du mouvement vers le renouveau syndical. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, notre pays retrouve peu à peu sa souveraineté dans un Mali uni. Cette heureuse situation a permis aux différentes corporations de renouer ce 1er mai 2014 avec son traditionnel défilé. Et c'est sous le son de la fanfare que 18 corporations ont défilé. Nous venons tous de loin. Les syndicats ont également été touchés comme tout le pays. Il est temps maintenant de se ressaisir, de cultiver la cohésion pour que tous ensemble nous puissions marcher main dans la main pour le développement de ce pays-là. La protection civile de Caille a ensuite fait une démonstration sur le secourisme. Auparavant, l'Union régionale locale des travailleurs de Caille a organisé une conférence de presse à la Bourse du Travail, conférence au cours de laquelle le secrétaire général Abdoulaye Coulibaly a fait le point des réalisations faites par l'Union et a décrié la cherté de la vie, le problème d'eau dont sont confrontées les populations caïsiennes.
Le club Inès Mali, le réseau international des interlocuteurs de la langue anglaise, a organisé jeudi à Sikasso la 4e édition de ces journées culturelles. Le thème retenu cette année est échecs scolaires, défis et perspectives d'une nouvelle école d'intégration. Une journée marquée par des compétitions entre les différents établissements de la ville. Ouartem Sikasso, Bambi Idrissa Touré. Échecs scolaires, défis et perspectives d'une nouvelle école d'intégration. Tel est le thème choisi pour cette 4e édition de la journée culturelle anglaise. Une journée organisée par le club Inès Mali. Les objectifs de Inès, c'est de mobiliser pour l'implication effective et exemplaire dans le processus de l'amélioration des conditions d'apprentissage de la langue anglaise. Cette journée culturelle anglaise, qui est à sa 4e édition, offre une opportunité de faire un bilan en matière de réalisation des activités de l'association. Le réseau international des interlocuteurs de la langue anglaise Inès Mali compte de nos jours 5 clubs au niveau de l'enseignement secondaire, dont 4 à Sikasso et un club au niveau universitaire qui regroupe les membres de plusieurs autres. La journée culturelle anglaise de Inès Mali nous offre chaque année l'opportunité de mesurer le chemin parcouru en matière de réalisation des activités de l'association qui consiste à enseigner gratuitement la langue anglaise aux élèves des lycées de Sikasso et à assurer une formation décente en leadership et vie associative. Cette journée culturelle anglaise a été marquée par des compétitions entre les établissements sur les disciplines suivantes, à savoir sketch, poésie, lecture et concours oral. Les lycées Monseigneur de Monclos de Sikasso, de Fatoumata Koulibaly, de Mamadou Moussa Kone et celui du public ont pris part à ces concours. Le dossier culture à présent fait un zoom sur les sites touristiques du Manding. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme vient en effet d'entamer une démarche pour donner plus de visibilité afin de diversifier les sites touristiques du Mali. Une mission conjointe du département et de l'Omato vient de sillonner quelques sites touristiques du Mandé. Abdou Salam Bambara et Cheikh Oumar Sangaré nous amènent sur ces sites. Le circuit touristique du Mandé nous offre des paysages inédits, de monuments et de grottes qu'aucun architecte ne pourrait ériger. C'est une belle partie du patrimoine naturel du Mali, constituant la chaîne Manding qui regorge d'importants sites touristiques comme la grotte préhistorique appelée Tchokoroni Fanfanda. Située dans le village de Nafadji, commune rurale du Mandé, cercle de Kati, la grotte Tchokoroni Fanfanda servait de cachette aux guerriers et chasseurs. Non loin de là, il y a aussi les abris sous roche de Kouroukourou-Kalé. C'est une grotte d'une grande importance archéologique. C'est un site vraiment très vieux, un site naturel et archéologique qui a aussi servi pour l'habitat. Il y avait des objets d'art qui étaient gardés à l'intérieur. Bon, là, il y a eu des fouilles archéologiques et il y a eu beaucoup de choses qui ont été vraiment enlevés dans ces grottes-là. À Kouroukourou-Kalé, il y a effectivement des traces qui sont là-bas. Il y a des waris. Des waris, ça c'est un jeu que les anciens vraiment ils faisaient. Il y a également aussi un trou dans lequel ils faisaient piler les milles, les graines, l'arachide, tout ça. À l'époque, avant de sculpter le bois pour faire les mortiers de pilons, c'était directement dans le rocher qu'on mettait, on faisait un trou et avec un bout de pierre pour faire des poudres de graines. Dans le Mandé, il existe également des sites peu connus du grand public, tels cette grotte située à Djolibani, dans un mont d'environ 400 mètres de haut, dont la porte d'entrée est à plus de 200 mètres du sol. Dedans, des peintures rupestres témoignant de la présence humaine dans cette grotte. C'est une grotte préhistorique qui a servi pour l'habitat des hommes de caste du Mandé. Ce qui faisait l'artisanat dans le Mandé était habité ici. Les habitants de cette grotte étaient voisins avec des Télèmes, parce que les Télèmes aussi ont habité ici avant d'aller à la falaise de Bayangara. Donc autour, il y a des trous de Télèmes. Cet autre site est à 17 km de Sibi. C'est une immense piscine naturelle appelée la cascade de Djendjeni.
un site sacré et important de notre patrimoine touristique. C'est un endroit ou un site approprié pour la baignade et puis pour le repos des touristes. Actuellement, il n'y a pas de l'eau. Bon, il n'y a pas assez de l'eau. Pendant la période de crue, il y aura beaucoup d'eau et puis la piscine peut monter jusqu'à hauteur de 20 mètres. Selon la légende, Kamadjan ou Kamaradjan, l'ancêtre des Kamaras, perça la montagne d'une seule flèche magique à ce niveau pour montrer sa force. Cette merveille naturelle et historique, très visitée par les touristes, est appelée l'Arche de Kamadjan. Les maisons de la ville de Sibi sont joliment décorées, offrant une belle vue aux touristes. Les habitants sont encore rattachés à leurs coutumes. Cela est visible sur la plupart des sites. Bankoumana, cercle de Kangaba. Ici, les visiteurs peuvent remonter le fleuve en kayak dans cette base nautique. Dans la base nautique de Bankoumana, ici, il y a plusieurs mesures de sécurité. Par exemple, il y a les élans de sauvetage. Bon, ça permettra d'assurer la sécurité des touristes dans la pratique de leurs activités sportives telles que les kayaks. Diversifier au maximum l'offre touristique du Mali, c'est une ambition clairement affichée par le département en charge de l'artisanat et du tourisme. Avec toutes ces richesses culturelles, le Mandé est à coup sûr une prochaine destination touristique très prisée au Mali. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit si vous êtes à table et très bonne suite des programmes en compagnie de l'ORTM.